Question 1. La détection des indices ou de la signalisation est plus difficile sous ces arbres. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les routes bordées d'arbres sont jolies et agréables à traverser l'été, mais elles gardent également leur part d'ombre en termes de conduite. L'alternance de lumière et d'ombre va demander un travail permanent à notre œil. Celui-ci va devoir s'adapter continuellement aux changements de luminosité. Ce travail d'adaptation continue a ses limites. En cas d'insuffisance, il peut aboutir à une forme d'aveuglement qui fait que le conducteur peut manquer inconsciemment des indices ou la présence de la signalisation. Il n'y a pas de solution miracle, si ce n'est d'adapter son allure. Réponse A. Question 2. Le coffre est le seul endroit où placer le chargement en sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce chargement est correctement installé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le chargement des objets embarqués doit se situer avant tout dans le coffre. Il est possible d'en placer sur le toit du véhicule, à l'arrière ou dans les rangements prévus à cet effet à l'intérieur de l'habitacle. Ils doivent éviter de masquer la visibilité à l'arrière. Ici, le chargement est correctement installé. Réponse B et C. Question 3. La bande cyclable est réservée aux cyclistes. Réponse A. Aux cyclomotoristes. Réponse B. Aux motards. Réponse C. Aux piétons. Réponse D. J'aborde un pont sur lequel la circulation se fait à sens unique. La bande cyclable qui borde la chaussée principale est relativement étroite. Je dois être particulièrement vigilant pour dépasser un deux roues. L'exposition au vent latéral peut provoquer des écarts. La prudence est de rigueur. Ce panneau indique une voie réservée aux cyclistes. Si ce panonceau le complète, alors les cyclomotoristes peuvent l'utiliser. Réponse A et B. Question 4. Je maintiens ma position. Réponse A. Je serre à droite. Réponse B. Je serre légèrement à gauche. Réponse C. En région Île-de-France, la circulation interfile est autorisée. Elle permet à un deux roues ou à un trois roues de circuler entre les files de voitures à l'arrêt ou à vitesse réduite dans une forte circulation. Je circule en direction de Paris, je dois donc tenir compte de cette réglementation et être vigilant. J'aperçois un motard dans les rétroviseurs. Je lui facilite le passage. Je suis suffisamment sur la droite et la circulation sur les zébras est interdite. Je maintiens ma position dans ma voie. Réponse A.
Question 5. Positionner son pied face au frein dans certaines situations permet d'être plus réactif. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Diminue le temps de réaction. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'anticipation est en conduite un des aspects permettant d'éviter les situations d'accident. Le temps de réaction et donc la distance d'arrêt peuvent être légèrement raccourcis si j'anticipe les situations qui peuvent se produire devant moi. Ainsi, positionner le pied au-dessus du frein après avoir détecté une situation, c'est pouvoir agir immédiatement, réduisant ainsi le temps de réaction. D'autre part, le fait de positionner le pied face au frein permet au conducteur d'être plus réactif si la situation de conduite se complique. Réponse A et C. Question 6. J'évite de laisser en vue des objets de valeur. Lors d'un arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lors d'un stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsqu'on doit sortir d'un véhicule pour quelque raison que ce soit, il est fortement conseillé de ne rien laisser en vue. Les objets de valeur tels que les sacs à main, téléphones, portefeuilles ou autres GPS peuvent attirer des passants indélicats. Soyez vigilants et rangez vos affaires. Réponse A et C. Question 7. Une place égale une personne égale une ceinture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tous les occupants d'un véhicule doivent être attachés. Cette règle s'applique à tous, quel que soit l'âge. Ainsi, chaque place doit être dotée d'une ceinture de sécurité. Le conducteur doit veiller à ce que chacun occupe seul une place et inciter à l'attacher. Il est garant de la sécurité des personnes transportées. Enfin, le nombre de passagers ne peut pas dépasser le nombre de places assises précisé sur le certificat d'immatriculation. Réponse A. Question 8. Pour sélectionner Drive sur une boîte automatique, j'appuie sur l'accélérateur. Réponse A. Sur le frein. Réponse B. L'embrayage. Réponse C. Une boîte de vitesse automatique comporte 4 positions principales. P, comme park, permet de mettre le moteur en route et de bloquer les roues motrices à l'arrêt. R, comme reverse, c'est la sélection qui permet de reculer. N, comme neutral, c'est le point mort. D, comme drive, c'est la position qui est réservée à la conduite. Toutes les sélections se font à l'arrêt et en appuyant sur le frein. Réponse B. Question 9. Je laisse une distance de sécurité suffisante vers l'avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une route à double sens et comportant 2 voies. La vitesse est limitée à 80 km/h.
À cette vitesse, je parcours environ 22 mètres par seconde. L'intervalle minimum obligatoire entre deux véhicules qui se suivent est de 2 secondes. Je devrais donc me trouver à environ 45 mètres de cette voiture. Or, d'après le marquage au sol, la distance qui me sépare de la voiture est de plus ou moins 30 mètres. La distance de sécurité est insuffisante, je ralentis pour l'augmenter. Réponse B. Question 10. La manche à air indique un vent. Venant de gauche. Réponse A. Venant de droite. Réponse B. Fort. Réponse C. Faible. Réponse D. J'aborde une zone exposée au vent de manière régulière. On implante alors une manche à air. Ce dispositif est destiné à indiquer la direction et la force du vent. Le vent vient de gauche puisque celle-ci est placée à droite. La faible inclinaison signale un vent faible, le danger est quasi inexistant. Réponse A et D. Question 11. Les piétons ont l'obligation d'utiliser les passages piétons. Dans tous les cas. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si ce dernier est situé à moins de 50 mètres de leur position. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les piétons ont l'obligation d'utiliser un passage piéton uniquement s'il se situe à moins de 50 mètres de leur position. Dans le cas contraire, ils devraient faire de grands détours pour se rendre jusqu'à l'un d'eux. Il se peut également qu'il n'y en ait pas du tout simplement. Ils ne sont donc pas tenus d'emprunter à tout prix les passages piétons. Notons tout de même que la situation est plus confortable. Les conducteurs s'attendent davantage à trouver des piétons sur les passages piétons, qui sont eux-mêmes matérialisés et annoncés par une signalisation particulière. Dans tous les cas, en présence de piétons, je reste prudent. Réponse B et C. Question 12. Ce conducteur prend un risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attacher cet objet supprime ce risque. Oui, réponse C. Non, réponse D. Tous les objets présents dans l'habitacle auront au final la même vitesse de déplacement que la voiture. En choisissant de transporter cet objet à l'avant, ce conducteur prend un risque. En cas de choc, la ceinture de sécurité qui est conçue pour un corps humain ne suffira pas à maintenir l'objet qui pourra devenir un projectile mobile dans l'habitacle, ce qui pourrait être le cas d'un accident avec tonneau. L'utiliser réduit le risque de projection, mais ne le supprime pas. Réponse A et D. Question 13. Les 3 principaux facteurs d'accidents mortels sur autoroute sont vitesse. Réponse A. Alcool. Réponse B. Somnolence. Réponse C. Contresens. Réponse D. L'autoroute est le 3e réseau routier avec près de 12 000 km. Mais c'est aussi le réseau le plus fréquenté par les usagers et le plus sûr. Plus de la moitié des accidents avec tués sont des automobilistes. Un usager sur 3 se tue seul dans un accident.
Les principaux facteurs d'accidents mortels sont la vitesse, le tandem somnolence-fatigue et l'ensemble alcool, drogue, médicaments. Réponse A, B et C. Question 14. Pour changer efficacement les vitesses, ce conducteur tient compte du bruit du moteur. Réponse A. Du compte-tours. Réponse B. Du défilement du paysage. Réponse C. Un conducteur efficace est celui qui utilise au mieux les possibilités de son véhicule. Les véhicules récents délivrent une puissance significative dès les bas régimes. Ainsi, sur une voiture essence ou au GPL, il est possible de passer la vitesse supérieure dès 2500 tours minute. Sur un véhicule diesel, le changement de vitesse peut se faire dès 2000 tours minute. Seul le compte-tours informe correctement le conducteur pour changer efficacement de vitesse. Le bruit du moteur donne une indication, mais imprécise. Réponse B. Question 15. Je maintiens l'allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse est limitée à 70 km/h et je roule à 70 km/h. Je circule donc à la bonne allure. À cette vitesse, je parcours environ 21 mètres en 1 seconde. Pour une distance de sécurité correcte, il convient de laisser 2 secondes d'intervalle avec le véhicule précédent. Ainsi, à 70 km/h, il faut laisser 21 mètres par 2 secondes, soit une distance d'au moins 42 mètres. La distance est donc correcte. Je n'ai pas l'obligation de ralentir avant d'entrer dans un tunnel, je peux donc maintenir l'allure. Réponse A. Question 16. Avant le départ, je vérifie que tous mes passagers aient bien bouclé leur ceinture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aujourd'hui, l'efficacité de la ceinture n'est plus à démontrer. Elle protège les occupants de graves blessures. Pourtant, l'estimation du taux de port le jour n'est que de 90% pour les passagers. Le conducteur doit donc jouer son rôle et faire boucler la ceinture en veillant à ce qu'elle soit bien réglée. Réponse A. Question 17. L'alcoolémie est moins forte lorsqu'on dilue l'alcool avec du soda ou du jus de fruits. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'alcoolémie, c'est le taux d'alcool dans l'organisme. Lorsqu'on boit de l'alcool, celui-ci passe dans le sang et se diffuse dans tout le corps. Ajouter de l'eau ou des diluants tels que des jus de fruits ou des sodas ne change en rien la quantité d'alcool contenue dans un verre. Chaque dose standard contient environ 10 grammes d'alcool pur. Ces mélanges rencontrent un certain succès auprès des jeunes car le goût de l'alcool est masqué. Mais les effets sur la santé et les risques de dépendance sont les mêmes qu'avec les boissons alcoolisées traditionnelles. Réponse B. Question 18. Cette situation présente un risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non,
Réponse D. Je vais croiser un ensemble agricole a priori d'une longueur conséquente. Si le tracteur semble à sa place dans la voie, rien n'est moins sûr quant à la remorque. D'autant que ce tracteur est équipé d'un outil porté sur l'avant, ce qui rallonge encore plus l'ensemble. Sachez également qu'un tracteur agricole peut tracter 2 remorques. Il est fort possible que la fin de l'ensemble empiète ma voie de circulation. Par prudence, je ralentis et je m'arrête si nécessaire pour laisser cet ensemble négocier ce virage. Réponse A et C. Question 19. Le moteur vient de se couper automatiquement grâce au stop and start, réponse A. Au park assist, réponse B. À l'ESP, réponse C. Un système ingénieux très récent permet une coupure automatique d'un moteur lorsqu'on est à l'arrêt. C'est le stop and start. Une fois qu'il est coupé, une simple action sur les commandes qui simule un redémarrage le remet en route automatiquement. Exemple, appuyez à nouveau sur l'embrayage, etc. C'est un système assez pratique pour la conduite en ville, surtout dans les grandes métropoles où les embouteillages font partie du quotidien des conducteurs. Dans les agglomérations où la circulation est très dense, l'économie de carburant peut avoisiner les 15%. Réponse A. Question 20. Le dispositif anti-vol de la voiture est installé sur la colonne de direction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il bloque le volant. Réponse C. Le moteur. Réponse D. Le dispositif anti-vol est une pièce mécanique, aussi appelée Neumann, du nom de l'entreprise qui est à l'origine de son invention en 1931. Ce dispositif bloque la colonne de direction du véhicule jusqu'à ce que la clé soit insérée afin de retarder le vol du véhicule en cas d'effraction. Ce dispositif est installé sur le démarreur, mais aussi sur la colonne de direction. L'antivol de direction permet d'actionner le démarreur pour mettre le moteur de votre voiture en fonctionnement. Pour le débloquer, il suffit d'insérer votre clé et de tourner doucement votre volant pour débloquer la direction et mettre en route votre moteur. Réponse A et C. Question 21. L'utilisation du téléphone en conduisant peut entraîner une fixité du regard. Réponse A. Une surcharge mentale. Réponse B. Une diminution du temps de réaction. Réponse C. Une diminution de la vigilance. Réponse D. On ne peut pas conduire et téléphoner. On choisit. Lorsqu'on téléphone en conduisant, notre attention va être captée par la conversation. Le conducteur va moins s'occuper des indices autour de lui et moins balayer du regard son environnement. De fait, téléphoner entraîne une certaine fixité du regard. D'autre part, selon l'intensité de la conversation,
le conducteur sera de moins en moins concentré sur sa tâche de conduite et si devant lui la circulation devient complexe, il y a un risque de surcharge mentale. Le cerveau n'arrive plus à traiter les informations et le risque d'accident est maximal. Réponse A, B et D. Question 22. Il est possible de changer de voie si la voie de gauche avance plus vite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La voie de droite avance plus vite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque la circulation est dense et s'établit en fils ininterrompus sur toutes les voies, toutes les files ne roulent pas à la même vitesse. Si une voie est plus rapide, il serait tentant de la rejoindre pour dépasser et ainsi gagner du temps. Mais cette manœuvre est interdite car elle est extrêmement dangereuse. Je risque de gêner ceux qui y circulent déjà ou de surprendre un deux roues qui remonte entre les fils. Il existe néanmoins une exception à cette règle. Le changement de fil est autorisé uniquement pour changer de direction. Cette manœuvre doit se faire suffisamment à l'avance pour ne pas surprendre les usagers de l'autre fil. Je reste où je suis. Réponse B et D. Question 23. Je continue tout droit. J'ai encore le temps de passer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Que dois-je faire lorsque le feu passe au jaune fixe? La règle est claire. Le feu va passer au rouge, donc au feu jaune, on s'arrête. Cependant, je dois vérifier si je peux m'arrêter dans de bonnes conditions de sécurité. La distance restant à parcourir jusqu'au feu est suffisante pour s'arrêter. À 26 km/h, il faut environ une dizaine de mètres pour s'arrêter, ce qui est le cas ici. Ici, je ne suis pas suivi de près et l'usager derrière moi va tourner à gauche. Je ne risque pas de le surprendre en freinant. Je m'arrête. Réponse B. Question 24. En intervention, ce véhicule d'intérêt général est prioritaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il faut lui faciliter le passage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce véhicule est un véhicule d'intervention d'urgence pour les infrastructures électriques. Il bénéficie de facilités de passage lorsqu'il est en mission. Dans ce cas, il fait usage de ces avertisseurs spéciaux. Mais ce véhicule doit respecter les règles de priorité aux intersections. Ce n'est donc pas un véhicule prioritaire. Tous ces véhicules bénéficient de facilités de déplacement lors de croisements, dépassements, stationnements ou relatifs à la limitation de vitesse, à la circulation sur autoroute ou sur route express. Lorsqu'ils sont en mission, ils utilisent un gyrophare bleu à éclat et une sirène 3 tons. Il convient donc de leur faciliter le passage. Réponse B et C. Question 25.
Ce poids lourd crée une zone de danger. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place le pied face au frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le fonctionnement des feux de détresse de ce poids lourd indique qu'il est arrêté. Les piétons ainsi que le marquage au sol indiquent la présence d'un passage piéton. Ce poids lourd masque le début du passage. Il crée donc une zone de danger. J'anticipe la présence d'éventuels piétons et je place le pied face au frein, ce qui me permettra de réagir rapidement. Réponse A et C. Question 26. L'assurance minimale obligatoire couvre le vol. Réponse A. L'incendie. Réponse B. Le vandalisme. Réponse C. Les dégâts causés aux autres. Réponse D. Pour circuler sur la voie publique, il est obligatoire de souscrire une assurance. En cas d'accident, le responsable doit être en mesure de rembourser les dégâts matériels et corporels causés aux autres. Les sommes peuvent être très importantes. L'assurance minimum obligatoire, appelée responsabilité civile, paiera les sommes dues pour le compte de l'assuré. En revanche, la responsabilité civile ne couvre pas les dégâts personnels, le vol, l'incendie ou le vandalisme. Il faut souscrire des assurances complémentaires. Réponse D. Question 27. Le réglage des rétroviseurs s'effectue avant le réglage du siège et du dossier. Réponse A. Après le réglage du siège et du dossier. Réponse B. Sans ordre précis. Réponse C. Le réglage des rétroviseurs doit intervenir lorsque la position de conduite est correcte. Il convient donc d'ajuster la distance du siège par rapport aux pédales, puis l'inclinaison du dossier par rapport au volant. Si je modifie ma position de conduite après le réglage des rétros, ces derniers ne permettront pas de voir correctement vers l'arrière. Réponse B. Question 28. Le risque d'accident est plus important chez un conducteur dont la consommation moyenne de carburant est élevée. Oui, réponse A. Non, réponse B. La conduite économique est une conduite apaisée et sûre. Un conducteur dont la conduite présente les caractéristiques suivantes a inévitablement un risque d'accident plus important. Vitesse maximale élevée, freinage à des vitesses élevées, nombreux coups de frein, accélération maximale élevée, nombreux changements de vitesse. Ces caractéristiques démontrent une conduite à risque. L'éco-conduite, c'est moins d'accidents, moins de CO2, moins cher. Réponse A. Question 29. J'ai fait un appel lumineux à cet usager. J'ai agi par courtoisie. Réponse A. J'ai appliqué une règle de priorité. Réponse B.
le code de la route établit des règles qui permettent de faciliter la cohabitation entre tous les usagers. Cependant, tous les cas de circulation ne sont pas résolus. Ici, chaque usager a un obstacle dans sa propre voie, ce qui signifie qu'il n'y a pas un ordre de passage défini. La seule solution est la courtoisie, c'est-à-dire qu'un des usagers va prendre l'initiative de débloquer la situation. Faire un appel lumineux signifie que je laisse le passage à l'usager en face. D'ailleurs, il l'a bien compris, puisqu'il me remercie en faisant un signe de la main. Être courtois au volant, c'est avoir du bon sens et agir par intelligence. Réponse A. Question 30. L'ensemble du dispositif d'échappement permet de limiter la pollution atmosphérique. Réponse A. Réguler la température de l'habitacle. Réponse B. Limiter les bruits du véhicule. Réponse C. Un moteur de voiture est appelé moteur à explosion ou combustion interne. En effet, pour produire l'énergie, il est nécessaire de faire une combustion dans le moteur, ce qui génère un bruit important. Pour l'atténuer, on fait passer les gaz d'échappement dans différentes tubulures comme le pot de détente. En freinant ces gaz, on réduit donc leur bruit. Un système permet de les épurer et de les filtrer avant de rejeter les résidus dans la nature. Ils passent ainsi dans un pot catalytique afin de modifier leur composition pour qu'ils ne soient plus toxiques pour l'homme ou dans un filtre à particules pour les moteurs diesel. L'épuration des rejets toxiques permet de limiter les émissions polluantes. Réponse A et C. Question 31. Ce cycliste est en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule dans un double sens cyclable, cette marque au sol le confirme. Ce qui signifie que la rue est à sens unique pour les véhicules motorisés, mais ouverte dans les deux sens pour les vélos. Je dois faire attention aux usagers fragiles. Ici, la rue est étroite, le croisement s'annonce difficile. Je m'arrête pour laisser le temps à ce cycliste de se ranger dans l'espace à gauche. Je pourrai ainsi poursuivre ma route en toute sécurité. Réponse B et C. Question 32. Je vais rencontrer un passage à niveau. À 150 mètres. Réponse A. À 300 mètres. Réponse B. J'anticipe l'arrêt. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le pictogramme annonce un passage à niveau. La mention fermée indique que la barrière du passage à niveau est abaissée. Ce panneau, lorsqu'il s'allume, a pour objet de prévenir le conducteur suffisamment à l'avance, environ 300 mètres. C'est au conducteur d'adapter son allure pour ne pas être surpris par des barrières fermées en bas de cette descente. Réponse B et C. Question 33. Circuler sur un trajet monotone favorise la réduction de la fatigue. Réponse A. La baisse de la vigilance. Réponse B. Le risque de somnolence. Réponse C.
Lorsque l'environnement est identique, sans événement majeur, une route plate, bien droite, le tout avec une météo excellente, le conducteur estime qu'il n'y a pas de danger facilement identifiable et va inconsciemment relâcher sa vigilance. Cela peut se traduire par une augmentation de l'allure, une distraction plus forte, moins d'observation dans les rétroviseurs, des distances de sécurité moins respectées. Et c'est souvent là que l'accident survient. La monotonie d'un trajet favorise également la somnolence. C'est d'autant plus vrai sur autoroute. Le tandem somnolence-fatigue est responsable de près de 20% des accidents mortels sur autoroute. Un accident sur 2 est une perte de contrôle en ligne droite. Donc faites des pauses dès que vous sentez la fatigue arriver. Réponse B et C. Question 34. Les lieux sont protégés, les secours ont été appelés. Je rassure la victime. Réponse A. Je déplace la victime. Réponse B. Je donne à boire à la victime. Réponse C. Je couvre la victime. Réponse D. Lorsqu'on arrive le premier sur les lieux d'un accident, il faut tout d'abord sécuriser la zone, puis appeler les secours. Ensuite, il faut s'occuper des victimes. Une victime peut avoir des lésions internes graves, il ne faut pas lui donner à boire ou à manger. Savoir déplacer une victime nécessite une solide formation pour ne pas aggraver ses blessures. Il vaut mieux attendre les secours. En revanche, sans connaissance particulière, je peux la rassurer et la couvrir. Réponse A et D. Question 35. Le régulateur adaptatif aide au maintien de la vitesse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De la distance de sécurité. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les aides à la conduite sont de plus en plus présentes sur les véhicules récents. Le régulateur adaptatif fait partie de cette dernière génération d'outils d'assistance. Il fonctionne en tenant compte de 2 paramètres. Il maintient la vitesse déterminée comme un régulateur de vitesse classique, mais en plus, il va prendre en compte le trafic en surveillant les véhicules qui précèdent. Ainsi, le système va s'adapter aux vitesses des autres usagers pour conserver la distance de sécurité en freinant le véhicule. Dès que la route est libre, le système va faire accélérer le véhicule pour retrouver la vitesse de croisière programmée. Le régulateur adaptatif maintient la vitesse et la distance de sécurité. Réponse A et C. Question 36. À partir de ce panneau, les conducteurs novices sont limités à 60 km/h. Réponse A. À 70 km/h. Réponse B. Un conducteur novice est limité durant la période probatoire à 80 km/h sur route, à 100 km/h sur les routes express ou 2 fois 2 voies, à 110 km/h sur autoroute. Lorsqu'une vitesse est plus restrictive, les novices doivent respecter la limitation comme tous les autres usagers. L'abaissement de la vitesse ne concerne que la réglementation générale. Réponse B. Question 37. L'indice le plus important est le A. Réponse A. Le B. Réponse B. Je suis sûr que cet automobiliste va s'arrêter. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Je circule à l'intérieur d'un carrefour à sens giratoire. Je bénéficie de la priorité de passage sur les usagers qui abordent ce carrefour. L'indice A rappelle d'ailleurs la règle puisqu'il impose de céder le passage aux usagers circulant déjà sur l'anneau. L'indice B est important puisque je capte le regard du conducteur. Si ce dernier me regarde, je peux en conclure qu'il va respecter la règle et adopter le bon comportement. Dans le cas contraire, je dois me méfier et anticiper un éventuel refus de priorité. Cet usager ne me regarde pas. Je mets le pied face au frein car je ne suis pas sûr qu'il s'arrête. Réponse B et D. Question 38. Les équipements favorisant l'écoconduite sont le régulateur de vitesse. Réponse A. Le stop and start. Réponse B. L'ordinateur de bord. Réponse C. L'ESP. Réponse D. Le régulateur de vitesse permet de maintenir une vitesse constante sans avoir à s'occuper de l'accélérateur. Ce dispositif est très utile lorsque les trajets s'effectuent sur route ou sur autoroute pour circuler à vitesse stabilisée. Il participe à la maîtrise de la consommation. L'ordinateur de bord donne des informations portant sur la consommation moyenne ou instantanée, le volume de carburant consommé, la distance parcourue, etc. Le conducteur peut ainsi vérifier s'il adopte une conduite économique. Le stop and start est un système qui permet l'arrêt et le redémarrage automatique du moteur. Dans une circulation très dense, l'économie de carburant peut avoisiner les 15%. L'ESP signifie programme électronique de stabilité. C'est un système actif d'aide à la conduite qui contrôle la trajectoire. Il n'influe pas sur la consommation. Réponse A, B et C. Question 39. La transparence du pare-brise et des vitres latérales est correcte si la transmission de lumière est d'au moins 50%. Réponse A. 70%. Réponse B. Toutes les vitres doivent être transparentes, résistantes, avoir une faible vitesse de combustion et, en cas de bris, réduire au maximum les blessures corporelles. Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent avoir une transparence suffisante. Le conducteur doit pouvoir détecter tous les indices utiles à une conduite en sécurité. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si la transmission de la lumière est d'au moins 70%. Réponse B. Question 40. Le contrôle de la vitesse est possible. En un point du chantier. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur toute la longueur du chantier. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Beaucoup d'usagers ne respectent pas la limitation de vitesse à l'approche des chantiers. Or, de nombreux accidents sont survenus durant leur traversée. Les radars de chantier, également appelés autonomes, peuvent être installés en un point fixe, mais aussi sur toute la longueur des travaux. Ils permettent de sécuriser les lieux en faisant ralentir les usagers. Réponse A et C.